Dans le cadre de cette trop brève présentation, merci Philippe, j'ai exploré le rapport métonymique qui ramène la femme à son ventre et le bouleversement qui se produit avec la représentation du corps féminin lorsque celui-ci ne parvient pas à accéder à la maternité. On a tendance de nos jours dans les milieux occidentaux à décrire la maternité comme une expérience personnelle. On réfère à la maternité comme un constituant d'un parcours individuel. Pourtant, on s'empresse de critiquer les actions d'une mère et de déplorer l'individualisme d'une non-mère. Ainsi, le statut de la femme demeure intrinsèquement lié à la capacité et son désir d'enfanter. La maternité non advenue devient donc le symbole d'un échec à remplir les rôles biologiques et sociaux attribués à la femme. Parmi les conséquences potentielles du non-enfantement, dans la représentation, on remarque notamment une exclusion de la vie sociale et familiale, l'expression d'un sentiment d'inadéquation et des signes de dysphorie corporelle. La plupart de ces récits, dans le monde occidental du moins, se basent sur une narration plus intime. Cependant, il m'apparaît intéressant de me pencher sur les dynamiques sociales qui cristallisent dans un récit autodiégétique, narré à la première personne, donc, qui se cristallise dans un récit autodiégétique, puisqu'il m'apparaît clair que la pression sociale du respect des normes, de même que le regard et le jugement, sont en fait intériorisés. Dans les littératures africaines, l'infertilité n'a pas la même signification. La valeur et la fonction d'une femme étant directement liées à la procréation, l'infertilité précarise la situation socio-économique de la femme. De fait, la stérilité d'un mariage incombe automatiquement à la femme, est souvent perçue comme une punition divine ou une malédiction qui doit être levée. Si les rituels animistes ne suffisent pas à renverser la stérilité du couple, le mari pourra prendre une nouvelle épouse en contexte musulman. En territoire chrétien, la place de la femme dans la demeure maritale sera remise en péril et elle pourrait être chassée et laissée à ses propres moyens. Donc, dans le roman subsaharien, l'infertilité fait son apparition après les indépendances, lorsque les femmes auteurs commencent à occuper une part plus importante du champ littéraire. Dans les années 60, on commence à voir se tracer une lignée de personnages féminins infertiles ou accusés de l'être par un mari impotent. Depuis Salimata dans Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma, Flo des Rencontres essentielles de Thérèse Kouo-Muruki, ou l'héroïne éponyme du roman Efuru de Flora Nwapa, plusieurs autres aussi. Donc, on voit toute une lignée de femmes infertiles, en fait, là, qui se dressent. Dans les œuvres caribéennes francophones, les matrices vides vont devenir, par contre, le symbole des cales de bateaux négriers, de la traite négrière, comme un tombeau porté sous l'eau, un tombeau, une enveloppe protectrice, mais qui amène à la mort, finalement. C'est ce que Françoise Naudion va entre autres souligner. Donc, la thématique des matrices toxiques me semble soulever plusieurs questions intéressantes. D'abord, elle met de l'avant le rapport métonymique qui se tisse entre une femme et son ventre, étant le terme le plus employé pour décrire les membres spécialisés de la femme, comme l'écrivaine Nicole Brossard en 1985. Donc, en réduisant la femme à son ventre, on la réduit à sa fonction reproductrice, comme le souligne Alice Walker dans Possessing the Secret of Joy. Donc, je cite, « We think it was told to you in code somehow, although not told to you directly, that you, as a woman, were expected to reproduce as helplessly and inertly as a white ant. » Donc, la reine des termites est d'ailleurs un symbole très puissant, puisque cette créature aveugle est emprisonnée au niveau inférieur de la termitière et forcée de se reproduire toute sa vie, donc jusqu'à la mort, littéralement. Ainsi, une femme infertile se dérobe à sa fonction sociale. Elle a le ventre aride, elle est une terre asséchée, inutile. Comme il échappe à la programmation et à l'ordre social, le corps féminin non matériel fait peur. Plus encore, il est terrifiant et abject, puisqu'une maternité non advenue n'est pas sans évoquer la figure du vagina dentata. Le sexe féminin devient ainsi meurtrier, il dévore l'être à naître. La femme infertile est donc une figure dangereuse et chaotique qui menace un certain ordre social. Le personnage de Madame Stempf dans Au plafond d'Éric Chevillard démontre bien cette mise au banc. Madame Stempf est une mère d'une famille nombreuse, mais en même temps, elle n'est pas mère du tout. En fait, elle élève sa famille nombreuse dans son ventre, se refusant à mettre des enfants au monde. Par conséquent, elle est exclue de la société et se retrouve à vivre aux côtés des autres marginaux, au plafond, littéralement, dans un monde à l'envers. La dialectique de la putain et de la vierge apparaissent également comme une des dynamiques qui sont remises en question par la figure de la femme infertile.
Marie Auger, par exemple, met en scène un personnage féminin qui se lance dans la prostitution dans l'espoir d'augmenter ses chances de tomber enceinte, dans Le ventre en tête en 96. Donc, je cite, « Je voulais me faire faire un bébé pour que je dise oui, avec plaisir, comme pour rendre service. Je sens que si je me fais inséminer, je vais jouir. L'orgasme vaginal sera pour moi un signe de maternité, jouir de ne plus être en bois. » Donc, l'auteur met ici en relief la tension qui subsiste dans l'imaginaire occidental, fortement influencée par la morale judéo-chrétienne, entre une vierge devenue mère suite à une immaculée conception et une putain qu'on ne veut pas voir devenir mère. Ainsi, si la sexualité est, dans une majorité des cas, ce qui mène à la maternité, elle ne cadre pas avec l'image de la bonne mère. La maternité telle qu'elle est socialement acceptée semble donc retrancher le plaisir sexuel et provoquer une perte d'esthésie. Il n'est d'ailleurs pas innocent de constater que dans la plupart des textes érotiques, que ce soit en Occident ou ailleurs, si les hommes jouissent d'un large vocabulaire pour décrire leur engin, on décrit la femme que par un seul organe, son ventre. Donc, malgré cette propension à définir la femme par son ventre, qui fait des échos partout, dans la culture populaire, au contraire, la grossesse va être quelque chose qui est souvent interdit. Là, c'est un bout que j'ai rajouté aujourd'hui. Je vous ai scanné des choses ce midi, justement. Donc, qu'on parle des grosses sacoches puis des vêtements amples qu'on va utiliser dans les sitcoms pour cacher les grossesses des actrices, justement. Les comédiennes qui ont le ventre protubérant, les femmes dans le monde de la culture pop vont menacer le processus de sérialisation. C'est quelque chose qu'on va devoir effacer, qu'on va devoir cacher. Donc, les personnages, par contre, qui vont tomber enceintes dans ces séries-là vont devenir prisonnières, ni plus ni moins, de cette grossesse, la seule trame narrative qu'on va leur donner à jouer, alors que les héroïnes de films d'action ou de séries ou tout ça sont interdites de maternité. Donc, je voulais terminer sur un contre-exemple, celui de Spider-Woman qui est une super-héroïne, évidemment, et puis dans ce tombe-là, on la représente en même temps, en fait, elle combat, et en même temps, elle donne naissance donc à un bébé en santé. Preuve que combat, action et tout ça et maternité peuvent être quelque chose qui se conjugue bien. Donc, je vous ai scanné vite fait deux pages. Donc, elle est dans un hôpital intergalactique et puis l'hôpital intergalactique est sous attaque. Et puis, elle est la seule super-héroïne. Elle est dans le maternity ward, là, donc elle est la seule femme qui a un peu un potentiel de pouvoir, justement, d'action, de combat. Donc là, on la voit en train d'accoucher, littéralement. Donc, elle dit « Salut, c'est moi ta mère ». Puis, elle se retourne et dit au docteur « Ok, ferme-moi vite parce qu'elle a eu une césarienne. Il faut que j'aille me battre ». Ce qu'elle fait tout de suite après. Ouais, puis elle a perdu son ventre tout de suite, là. Elle a le ventre tout plat, puis donc elle sort et puis là elle va tuer tous les aliens qui donc c'est quand même un beau contre-exemple de quelque chose qu'on voit pas souvent, alors que c'est vraiment la première super-héroïne là, qu'on voit devenir maman et encore plus se battre et donner naissance à la fois. Donc merci.